Il y a 4 ans, le canon se taisait au-dessus de Beyrouth. Il a fallu des mois pour y croire. Il faudra des années pour s'en sortir, notamment pour des centaines de civils qui ont tout perdu. Aujourd'hui, ils survivent dans les ruines. L'humanité a perdu la raison. Si avec tout ce qui s'est passé, l'un de nous a encore conservé un peu de lucidité et qu'il regarde ces immeubles, il perd connaissance. Ces paysages sont horribles, inimaginables. Si ça continue, notre aspect humain va changer, on va régresser, on va se transformer, on va retourner à la préhistoire. Ce vieil homme est le doyen d'une communauté de sans-abri installée dans le centre-ville de Beyrouth, à la lisière de l'énorme chantier entrepris par l'État libanais pour effacer les stigmates de 16 ans de combat. Le gouvernement lui s'est donné 5 ans pour faire renaître les souks saccagés. Reconstruction, les dirigeants en ont fait le leitmotiv de leur politique. Les sans-abri regardent inquiets l'avancement des travaux qui les privera bientôt de leur dernier refuge. Dans cet immeuble autrefois cossu et bourgeois vit une dizaine de familles, partagées entre leur satisfaction d'avoir un toit, fût-il troué, et le sentiment douloureux d'une réelle descente aux enfers. Tous les jours, j'ai envie de mourir. À voir mes enfants vautrer dans la saleté et l'ignorance, à les voir enfermés dans cette poussière, n'ayant pas la possibilité d'aller à l'école, ou de sortir, respirer l'air pur, ne serait-ce qu'au cours d'une seule promenade par semaine. Je n'arrive plus à payer le médecin tellement mes enfants sont fréquemment malades de vivre dans la pourriture. Si au moins Dieu ou l'État pouvaient faire quelque chose pour nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes, pour nous assurer un logement. Par pitié, non pas pour nous, mais pour nos enfants. Malgré sa colère rentrée, Hassan redoute par-dessus tout d'être obligé de quitter les lieux. Il y a 2 ans, il s'est approprié une pièce de cet immeuble dévasté pendant les combats, un abri dérisoire et insalubre. C'est moi qui ai installé cette porte. J'ai aussi cloué cette planche en bois. Ici, il y avec des sacs de sable. Et là, il y avait le vide, un trou béant. J'ai même construit ce muret. De ce côté, j'ai installé cette paroi. Dans l'encadrement de cette fenêtre, les combattants avaient monté leur barricade, jusqu'à cette hauteur. Et puis la saleté qu'il y avait, si vous aviez vu dans quel état était cet endroit. J'ai tout déblayé et tout déversé dans la rue. Enfin, aujourd'hui, on est là, sans équipement, il y a juste ce bec de gaz sur lequel ma mère et ma femme arrivent à cuisiner. Le soir, on met nos matelas, l'un à côté de l'autre pour dormir. Quand je veux me laver, ma mère emmène mes enfants chez les voisins. J'apporte une couverture que j'accroche à la fenêtre pour me cacher des autres. Et je me lave ici, dans une cuvette. L'eau coule sur le sol jusqu'à la rue, c'est ça notre vie. Un vrai dégoût. Notre vie, c'est la mort. Chacun doit accepter son destin, nous n'avons pas le choix. À quoi ça sert de savoir que des gens vont habiter dans de beaux immeubles de 10 étages, puisque nous n'aurons jamais les moyens de vivre comme eux? Ça fait trop souffrir d'accepter cette malédiction que Dieu nous a infligée. C'est vraiment horrible. La paix n'a pas fait de miracle. La crise économique a engendré des milliers de laissés pour compte. La protection sociale est inexistante au Liban. Dans cet enfer de ruines et de misère, les réfugiés s'organisent. Ils ont créé ici une épicerie de fortune qui vend à bas prix des produits plus ou moins périmés. Avant la guerre, à cet endroit, se trouvaient les souks. On y venait des 4 coins du pays pour s'y approvisionner. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pour cette communauté d'indésirables, il n'y a d'autre choix que de s'entraider pour survivre. Venez, approchez, venez manger avec nous.
Lorsqu'un ami ou un voisin est de passage, nous l'invitons à partager notre repas. Le repas est meilleur lorsque nous sommes plusieurs à en profiter. Entre voisins, on ne se laisse jamais tomber. Je connais bien les gens qui habitent dans l'immeuble d'en face. Et puis les voisins au-dessus. Et ceux d'à côté aussi. Nous sommes tous solidaires. On ne s'en ira pas tant qu'ils ne nous auront pas trouvé de logement de rechange. Nous n'allons pas accepter de vider les lieux. Moi j'ai 9 enfants. Où voulez-vous que j'aille avec eux? Toutes ces familles vivent avec 10 000 livres libanaises par jour, l'équivalent de 30 francs. 30 francs pour nourrir tout le monde, c'est-à-dire 10 personnes en moyenne. Involontairement, ils ont construit leur propre ghetto. Le refuge provisoire s'est transformé en prison. À 19 ans, Zeynab est prise au piège, sans illusion. Cette situation me fait détester la vie. Enfin, la vie que je mène ici. Je suis enceinte de 6 mois. J'ai déjà une fille, mais je ne ferai plus d'enfants dans ces conditions. Jusqu'à présent, je n'ai pas pu utiliser un moyen de contraception. Mon mari ne pouvait pas payer une consultation médicale, ni m'acheter la pilule. Mais cette fois, je suis bien décidée. Je ne veux plus d'enfants. Dégoût, lassitude, destin, des mots que l'on entend à chaque palier, puis aussi un sentiment d'avoir été floué, d'être exclu de la renaissance et de la reconstruction du pays. Tous sont libanais, originaires de la région de Baalbek, à la frontière avec la Syrie. Une région des plus défavorisées, une région pourtant vers laquelle le gouvernement voudrait bien les voir repartir. L'attitude de l'État les révolte. Ils estiment avoir largement payé leur tribut à la guerre. Je regrette que la guerre ait eu lieu. Mais parfois, je regrette qu'elle ait pris fin. Pendant les jours de guerre, on combattait, mais au moins parfois on travaillait. On gagnait notre vie. À cette époque, on a combattu par les armes. Nos copains ont donné leur vie pour défendre leur maison et leur famille. Mais aujourd'hui, on perd toute énergie. On s'épuise à en tomber malade. Pour survivre seulement et préserver nos familles. Si le Premier ministre en personne vient nous dire qu'il faut s'en aller d'ici, on refusera. On ne bougera pas tant qu'on ne nous trouvera pas une maison ou un abri. Autrement, on ne sortira d'ici que mort. Et advienne que pourra. Il n'y a pas d'eau. Ils ont détruit les tuyaux avec leurs bulldozers. Ils reconstruisent d'autres quartiers et nous n'avons pas une goutte d'eau. Nous sommes obligés d'aller remplir nos jerrycans très loin et de les rapporter sur nos épaules. À la fin de la journée, un rituel, la corvée d'eau. En fait, la seule occasion de sortir du ghetto. Une marche de 600 mètres dans un décor d'apocalypse. Tout en marchant, les squatteurs scrutent les bulldozers qui avancent inexorablement, rasant tout sur leur passage. La horde des pelleteux se rapproche du dernier carré qui les abrite. Ils sont prévenus, un jour viendra où les démolisseurs s'attaqueront à leur immeuble. Décidément, pour ces gens-là, la guerre n'est pas finie. Mais le fatalisme aidant, ici on vit au jour le jour. Le plus important pour eux, cette source précieuse. En fait, un simple tuyau que les militaires utilisent pour laver leurs véhicules.
Il y a parfois 1 heure d'attente, et parfois plus de 5 heures. Ça dépend. On pose nos jerrycans et on attend. Souvent, on attend pour rien. À la tombée du jour, hommes, femmes et enfants retournent à l'immeuble. On regagne sa maison qui reste le salut même si les portes et les fenêtres sont en carton, même si demain ne sera pas un jour meilleur, même si cette vie au milieu des ruines gangrène les esprits et la vie privée. Je me suis mariée à 14 ans, je n'imaginais pas que je viendrais vivre dans cet endroit. Je voulais une maison normale. J'ai tout de suite vu que la vie serait dure. Vous vous rendez compte, je vais sûrement accoucher dans cette pièce. C'est ce qui s'est passé avec le premier. Remarquez, il n'y a pas eu de problème. Bien sûr que les enfants risquent d'attraper des maladies avec la saleté, mais le mien s'en est bien sorti. Cette situation affecte notre vie privée. Cette incertitude dans laquelle on vit me rend tellement nerveux qu'il m'arrive de battre ma femme. Alors, elle rentre chez ses parents. Si ça continue, je sais que je vais la perdre. On s'éloigne l'un de l'autre. Mais comment voulez-vous qu'une relation entre un homme et une femme survive dans ce cadre? Dans quelques années, si on est toujours là, c'est sûr, nous aurons tous divorcé. Moi, j'aurais voulu être pilote. Beaucoup d'entre nous auraient souhaité être ingénieur ou médecin, mais aucun n'a pu atteindre son but. Comment pourrait-on réaliser nos rêves, puisqu'on ne sait même pas écrire notre nom? Hussein, où allez-vous? Je vais brancher l'électricité. Brancher l'électricité? Oui, j'accroche un câble à celui qui alimente le Parlement, je le tire jusqu'à la maison et comme ça tout le monde en profite. Vous avez le droit de faire ça? Non, bien sûr, c'est défendu. Mais nous n'avons pas le choix. Que voulez-vous que l'on fasse? Vous n'avez pas vu nos maisons? Elles sont sans porte, sans fenêtre. Sans lumière, c'est trop dangereux ici. La nuit, on risque de tomber. Il y a 4 mois, un enfant s'est tué en tombant d'un étage. Rien ne changera jamais. C'est vraiment sans espoir. On vit une situation tragique. On va nous jeter dans la rue comme ils l'ont fait avec les autres. Vous avez vu ceux qui dorment sous le grand pont? Qu'ils meurent ou qu'ils vivent, personne ne s'en soucie. Il n'y a pas pire que d'être réfugié et dire que notre errance va recommencer. Je préfère mourir plutôt que de vivre ainsi, sous le regard des autres. Ça devient une obsession chez moi. Ce n'est pas normal. Je n'arrive pas à penser à autre chose. Avant, on souhaitait que l'État reprenne les choses en main pour en finir avec la guerre et la peur. Mais aujourd'hui, on ne veut plus de cet État. Dans quelques semaines, Hassan, Ali, Zainab et les autres seront expulsés. Ils laisseront place au Beyrouth de l'an 2000. On va devenir comme les Palestiniens. On va nous démunir de tout avant de nous jeter dans la rue. Que faudra-t-il faire alors? Tuer? Voler? Souhaiter que la guerre reprenne pour que nous puissions de nouveau vivre sous un toit?